Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur le syndrome de l'intestin hémorragique. Alors ce syndrome de l'intestin hémorragique se définit par l'atteinte principalement de vaches laitières, le plus souvent en début de lactation, mais pas exclusivement, avec des symptômes d'iléus, donc d'arrêt du transit, associés à du mélénat et dont l'évolution est aiguë avec une très forte létalité. Les causes de ce syndrome sont encore mal connues et peut-être ou probablement plurielles. La synonymie, en tout cas anglo-saxonne, est centrée sur l'aspect hémorragique de l'intestin. Les anglo-saxons utilisent les termes d'hémorragic bowel syndrome, de bloody gut, de jejunal hemorrhage syndrome ou d'acute hemorrhagic enteritis. Ce syndrome est connu depuis pas mal d'années et il semblerait qu'il y ait une émergence. Alors, est-elle réelle ou bien s'agit-il plutôt d'une meilleure identification, en particulier donc depuis les années 90. L'importance de ce syndrome de l'intestin hémorragique est probablement et avant tout médicale, en lien avec des difficultés de diagnostic, mais aussi en lien avec des difficultés de traitement et de prévention, notamment en raison des incertitudes causales. Dans certains élevages où l'incidence cumulée peut être élevée, ce syndrome, et compte tenu de la forte létalité, va entraîner des pertes économiques non négligeables. Alors nous aborderons l'étude de ce syndrome intestinal hémorragique selon un plan classique, en voyant tout d'abord des aspects descriptifs, les circonstances d'apparition, les symptômes, les lésions, puis quelques éléments sur les causes et leurs mécanismes, avant d'aborder dans une troisième partie des aspects plus pratiques consacrés au diagnostic ou à la maîtrise de ce syndrome de l'intestin hémorragique. Du point de vue des circonstances d'apparition, les animaux atteints sont essentiellement des vaches adultes de race laitière, en sachant que l'atteinte d'allétante est possible mais s'avère beaucoup plus rare, de la même manière que l'atteinte de génisse, donc avant la première mise bas, est également possible et cette fois-ci très rare. Le stade physiologique est un élément assez intéressant à considérer puisque un peu moins des 2/3 des cas sont observés dans les 100 premiers jours de lactation et 20% des cas sont observés donc entre 100 et 200 jours de lactation. Ce syndrome est observé de manière ubiquiste, aussi bien aux États-Unis, en Amérique du Nord, que dans les pays de l'Union européenne. Et comme nous l'avons évoqué au sujet des animaux atteints, ce sont essentiellement les élevages laitiers qui sont concernés. Au sein des troupeaux, les cas sont le plus souvent sporadiques, mais encore une fois, avec dans un certain nombre de troupeaux, des incidences cumulées sur plusieurs années qui peuvent être élevées, et on a même avancé le chiffre de 10% aux États-Unis. Une caractéristique majeure de ce syndrome est qu'il est très fréquemment létal. Nous le verrons dans la partie maîtrise. La létalité peut être estimée supérieure dans la plupart des cas à 70-80%. Alors sur le plan des symptômes, comment ça se présente ? Deux grandes catégories de symptômes, les symptômes généraux tout d'abord, et l'éleveur va rapporter très fréquemment une chute de lait intense, brutale, une diminution de l'appétit, et lorsque vous allez observer l'animal, vous remarquerez une dépression, une déshydratation qui est souvent assez marquée, le tout étant associé à l'examen rapproché à une tachycardie. Dans un nombre de cas un peu plus rares, il sera possible d'observer une pâleur des muqueuses, évidemment expliquée par la perte sanguine dans la lumière intestinale. Alors sur le plan digestif, les coliques sont possibles, sont toujours légères. Il s'agit plutôt d'un inconfort avec une vache qui trépigne quelque peu ou qui grince des dents,
mais la fréquence de ces coliques n'est pas très élevée. C'est souvent moins de 40% des animaux donc, qui sont atteints de coliques. De la même manière, eh bien, il est possible d'observer à distance une distension abdominale. Alors, les deux éléments les plus importants dans l'examen, eh bien, c'est probablement la diminution, voire la disparition, l'arrêt complet de l'émission de bouse. Donc, il y a un syndrome occlusif, un véritable iléus. Et lorsque l'on observe le périnée ou la base de la queue de la vache, eh bien, il est possible d'observer du méléna qui est collé donc, sur la peau. Et de la même manière, lorsque l'on va réaliser une palpation transrectale, eh bien, ce méléna va être retrouvé. De manière plus rare, le sang va être présent, mélangé à du mucus et sous forme de petits caillots ou de caillots filamenteux. À la palpation transrectale, eh bien, il est assez fréquent de percevoir une distension des anses intestinales, parfois même du cécum qui fait protrusion un petit peu à l'entrée du bassin. À l'auscultation du flanc gauche, la motricité ruminale est fortement diminuée ou arrêtée, et à l'examen du flanc droit, la succussion permettra de révéler un bruit de flot et de manière assez constante et de manière un petit peu plus rare, mais non négligeable, un bruit tintinabulant, donc ce que l'on qualifie sous forme d'onomatopée, là, le ping, lorsque l'on réalisera une auscultation-percussion du flanc droit. Donc sur cette diapositive, eh bien, vous pouvez voir sur une vache suisse, brune des Alpes, eh bien, ce méléna collé donc, sur la pointe des ischions, de la même manière que vous l'observez sur la face inférieure de la queue. Alors les lésions sont intéressantes à considérer. Elles se localisent essentiellement dans l'intestin grêle. Et nous verrons l'importance de cette localisation dans le diagnostic différentiel. Très souvent, il s'agit du jéjunum, d'où le terme fréquent qui est utilisé de syndrome jéjunal hémorragique, mais il est possible d'observer ces lésions soit proximalement, soit distalement à l'iléon, au jéjunum, c'est-à-dire dans le duodénum et dans l'iléon. Ces lésions sont de nature hémorragique. La lumière intestinale est occupée par un caillot sanguin qui obstrue la lumière intestinale et qui donc empêche le transit. Donc vous avez sur cette diapositive la masse intestinale et vous pouvez observer vers le bas la zone d'entérite hémorragique avec au-dessus et donc en amont une distension donc, consécutive à l'obstruction par le caillot sanguin et en aval, donc sur la partie distale du jéjunum, mais aussi l'iléon droit et puis ce que l'on peut voir du cécum et du gros intestin, du côlon, eh bien une relative vacuité, encore une fois, parce qu'il y a eu obstruction, arrêt du transit. Alors de façon plus rapprochée, donc ces anses intestinales qui apparaissaient noirâtres de l'extérieur, lorsqu'on les ouvre, eh bien, laissent s'écouler un caillot sanguin. Alors quelquefois, il est possible d'observer un petit peu de péritonite, des lésions de péritonite viscérale, en l'occurrence fibrineuse, légère, de manière très discrète. Donc voici la nature du caillot donc, qui obstrue littéralement la lumière intestinale. Et lorsque l'on a enlevé ce caillot et nettoyé doucement la surface de la muqueuse intestinale, eh bien, on voit apparaître une muqueuse qui est rouge noirâtre, donc en fonction du degré de lyse après la mort. Donc voilà ces images de muqueuse jéjunale rouge noirâtre donc, qui caractérisent une entérite hémorragique.
Donc, deuxième volet de cet exposé sur l'étiologie. Alors, dans l'étiologie, il y a un certain nombre d'incertitudes que je soulignerai au fur et à mesure. Et parmi les éléments ou les hypothèses qui sont évoquées, il s'agit la plupart du temps encore d'hypothèses. Il n'y a pas réellement de démonstration sur les causes primaires et sur les mécanismes de ce syndrome intestinal hémorragique. Donc parmi ces hypothèses, eh bien, il y a d'abord des causes infectieuses. Et parmi ces causes infectieuses, eh bien, celle qui tient la corde, si je puis dire, c'est Clostridium perfringens et des toxines élaborées par ce Clostridium perfringens, en particulier la toxine alpha ou une toxine bêta 2. Donc d'où vient cette implication, cette imputation du Clostridium perfringens et de ces toxines? Eh bien, tout d'abord de cas cliniques. Mais Clostridium perfringens est un hôte normal du tube digestif, donc ça ne suffit pas, d'autant qu'en plus, dans un certain nombre de cas, eh bien, les autopsies sont tardives, quelques heures, quelques dizaines d'heures après la mort, et donc il y a une prolifération naturelle classique de ces Clostridium perfringens qui vont ultérieurement participer à la dégradation des viscères et de la carcasse. Donc, ce qui a été le plus intéressant et qui a joué un rôle important dans la reconnaissance d'un rôle possible pour ce Clostridium perfringens, ça a été une étude cas témoin entre des syndromes intestinaux hémorragiques et des vaches atteintes de déplacement de la caillette à gauche. Et il a été ainsi démontré que Clostridium perfringens était mis en évidence en quantité beaucoup plus fréquente sur les vaches atteintes de syndrome intestinal hémorragique comparativement aux vaches atteintes de déplacement de la caillette à gauche, et même chose pour la mise en évidence de la toxine alpha. En revanche, tous les essais de reproduction expérimentale, en particulier par injection in situ dans l'intestin grêle, ont toutes abouti. Les essais ont tous abouti à un échec. Alors, est-ce que pour autant on doit éliminer cette hypothèse? Bon, je ne le crois pas, mais il est clair que ce n'est pas une hypothèse qui est totalement et parfaitement démontrée. Alors à ces éléments d'observation, bien, se rajoutent quelques éléments d'explication à prendre avec beaucoup de précautions aussi, et en particulier parce que la toxine alpha est une métalloenzyme qui dépend du zinc, ce qui lui confère une certaine résistance aux protéases. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui suggèrent qu'en fonction de la quantité de zinc présente dans la lumière intestinale, eh bien, la toxine alpha pourrait avoir un effet de production de lésions ou pas, suivant donc qu'elle sera ou pas dégradée par les protéases digestives. Alors de manière un petit peu plus récente, d'autres causes infectieuses ont été évoquées, et en particulier des colibacilles producteurs de Shiga-toxines ou de vérotoxines que l'on appelle des Shiga-toxines Escherichia coli, donc des STEC. Et ces Escherichia coli ont été mis en évidence notamment aux États-Unis et ont été associés à des mycotoxicoses. Alors, est-ce que c'est une hypothèse qui doit être conservée? Bien, la conserver en tant qu'hypothèse, sûrement. Imaginez que c'est la réponse à l'heure actuelle, c'est probablement trop tôt pour conclure. Troisième grande cause infectieuse évoquée, c'est la présence d'Aspergillus fumigatus, selon un procédé qui est un petit peu comparable à celui qui avait été évoqué précédemment pour Clostridium perfringens, c'est-à-dire en comparant la présence d'Aspergillus fumigatus dans des syndromes intestinaux hémorragiques et dans des animaux qui mouraient, mais avec d'autres troubles digestifs que ce syndrome intestinal hémorragique. Et à ce moment-là, eh bien, il a été démontré par PCR
à la fois à partir de spécimens tissulaires et sanguins, que la fréquence d'Aspergillus fumigatus était nettement supérieure dans les cas de syndrome intestinal hémorragique par rapport aux cas d'autres troubles digestifs. Il n'empêche que le rôle d'Aspergillus fumigatus n'est pas démontré et que l'on peut se poser la question de savoir s'il s'agit de la cause primaire à l'origine du syndrome ou bien d'une cause opportuniste, notamment suite à l'immuno ou à une immunodépression. En particulier parce que le deuxième grand axe des causes fait intervenir des mycotoxines, alors gliotoxines, fumonisines, aflatoxines, qui pourraient, je le mets volontairement au conditionnel, jouer un rôle immunodépresseur, soit de l'immunité innée, soit de l'immunité adaptative. Enfin, le troisième axe est représenté par des causes alimentaires. Et parmi ces causes alimentaires, il y a un maillon qui paraît prépondérant, qui est celui de l'acidose subaiguë du rumen. Alors sans qu'il y ait forcément une identification précise des facteurs primaires à l'origine de cette acidose ruminale subaiguë, mais c'est une explication qui permettrait de convaincre un certain nombre de vétérinaires, d'une part, et qui, d'autre part, permettrait d'expliquer des observations sur la fréquence de ce syndrome intestinal hémorragique, en particulier donc plutôt en début de lactation, plutôt dans des troupeaux avec des niveaux de production très élevés, donc supérieurs à 9000 kg, plutôt dans des grands troupeaux et aux États-Unis, exclusivement aux États-Unis, lors d'utilisation de somatotropine bovine ou BST. Donc, par expérience, ces facteurs d'acidose subaiguë du rumen sont fréquemment évoqués dans les troupeaux français où l'on observe ces syndromes jéjuno-hémorragiques, mais au-delà de l'évocation, la démonstration n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, beaucoup d'incertitudes sur les aspects étiologiques, mais avec un certain nombre d'hypothèses qu'il faut prendre en considération, notamment lorsque l'on veut mettre en œuvre des mesures de maîtrise. Alors revenons à des aspects plus strictement médicaux avec des éléments de diagnostic. Bien sûr, le plan de diagnostic, le diagnostic clinique sera établi à la suite d'une suspicion lorsque le vétérinaire sera confronté à une vache laitière avec un iléus, un syndrome occlusif, associé à du méléna, donc à du sang digéré émis à l'anus. Et lorsque cette évolution, ces troubles cliniques seront d'évolution aiguë, voire suraiguë. Du point de vue du diagnostic différentiel, il y a deux affections du vivant de l'animal majeures à écarter. Ce sont les ulcères hémorragiques ou les ulcères saignants de la caillette et qui vont aussi se traduire par du méléna, ou les invaginations intestinales, autre syndrome occlusif par rapport au syndrome intestinal hémorragique, qui vont se traduire, ces invaginations intestinales, en phase d'état, donc au bout de quelques jours d'évolution, par l'émission, là aussi, de méléna en toute petite quantité, mélangée donc à du mucus. De manière un petit peu plus simple, en tout cas du vivant de l'animal, eh bien, ce syndrome intestinal hémorragique doit être différencié d'entérite hémorragique, mais associé à de la diarrhée et non donc pas associé à un arrêt du transit. Et dans cette catégorie, dans ce groupe, eh bien, il faudra évoquer la possibilité d'une salmonellose, d'une dysenterie d'hiver, donc due à un coronavirus,
ou dans de plus rares cas, eh bien, dû au virus, un pestivirus, donc au virus BVD. Alors sur le plan paraclinique, il est possible de réaliser des examens échographiques abdominaux, en particulier du flanc droit et de la partie costale droite, où l'on observera une distension des anses intestinales, un peu de liquide péritonéal, un certain épaississement de la paroi intestinale, mais il faut souligner que la visualisation du caillot, donc du segment avec le caillot, donc du segment hémorragique, n'est réalisée que dans un tout petit nombre de cas. Donc ça a été estimé sur plus d'une soixantaine de vaches à 20% des cas, où donc il est possible de visualiser le caillot. Donc au total, ces éléments échographiques ne permettent que assez rarement, voire très rarement, d'avoir une forte suspicion, tout le reste se confondant avec un syndrome occlusif sans pouvoir déterminer quelle est l'origine primaire de ce syndrome occlusif. Donc assez naturellement, un des éléments majeurs de confirmation, eh bien, c'est l'observation des lésions suite à l'ouverture de la cavité abdominale, donc suite à une laparotomie dans le creux du flanc droit. Le diagnostic de laboratoire n'apportera pas d'éléments intéressants sur le plan de la confirmation du syndrome. Les éléments apportés par le diagnostic de laboratoire, notamment par la biochimie plasmatique, par la biochimie sanguine, eh bien, auront surtout un intérêt de physiopathologie, donc de compréhension des mécanismes, et surtout un intérêt dans la formulation du traitement médical. Alors qu'est-ce que l'on observe sur le plan biochimique sanguin? Eh bien, le tableau classique d'un arrêt du transit, donc d'un iléus, avec une hypochlorémie associée avec une alcalose métabolique et une hypokaliémie, et très souvent une hyperurémie. Alors hyperurémie qui peut s'expliquer par l'insuffisance prérénale liée à la déshydratation et qui pourrait aussi s'expliquer par la dégradation des protéines sanguines qui conduirait à la production d'ammoniac qui serait ensuite absorbé par voie portale et donc synthétisé en urée dans le foie et donc qui contribuerait à cette hyperurémie. Et puis de manière non spécifique et bien aussi, il y a une augmentation assez fréquente des enzymes hépatiques, de la glycémie, ainsi qu'une diminution de la concentration en calcium plasmatique, en magnésium plasmatique et une hyperphosphatémie. Donc le traitement va être mis en œuvre selon deux modalités majeures, une modalité médicale et une modalité chirurgicale. Sur le plan médical, le traitement est ce que l'on pourrait qualifier d'un traitement symptomatique, c'est-à-dire que l'on va chercher à corriger les désordres, en particulier électrolytiques, par une fluidothérapie. On va chercher aussi à diminuer la douleur en administrant des analgésiques, des anti-inflammatoires. Il peut être, dans certains cas, proposé d'utiliser des anti-hémorragiques. Et compte tenu de l'hypothèse qui a souvent et encore, qui prévaut à l'heure actuelle, qui a souvent prévalu et qui prévaut encore à l'heure actuelle, donc l'hypothèse d'une infection par des Clostridium perfringens, eh bien, il est proposé de réaliser un traitement à base de pénicilline. Aux États-Unis, il est également proposé d'utiliser un sérum antigangréneux, donc un sérum antitoxine, mais cette possibilité n'est pas offerte en France. Et par ailleurs, elle est également discutable aux États-Unis parce que ces sérums antigangréneux ne contiennent pas d'antitoxine alpha ou bêta 2, ce qui laisse supposer une efficacité tout à fait relative. Alors, pour ce qui est du traitement chirurgical, trois modalités ont été proposées. Une modalité relativement peu invasive, c'est-à-dire on se contente de masser les anses intestinales de façon à déliter, à écraser les caillots et à permettre leur évacuation par le péristaltisme normal, sans toucher
autrement à la paroi, sans faire de trous donc dans la paroi intestinale et pour lever l'obstruction. La deuxième modalité, eh bien, c'est une entérotomie. On incise la paroi intestinale, on vidange le caillot, on fait un lavage intestinal et puis on referme. Et la troisième modalité, eh bien, c'est une entérectomie suivie d'une entéroanastomose termino-terminale. Donc voici quelques images issues de la parotomie, où on peut voir de façon assez évidente, je crois, ces caillots dans la lumière intestinale, donc sur une anse intestinale extériorisée. Alors que donnent ces traitements ? Eh bien, c'est assez difficile d'avoir des éléments objectifs. Simplement, à partir des trois études majeures qui ont été réalisées et qui décrivent de façon plus ou moins précise les traitements chirurgicaux ou médicaux mis en œuvre, eh bien, on peut faire un bilan. Et vous voyez que ce bilan est très mauvais au sens où on aboutit en cumulant les informations disponibles à un taux de létalité de l'ordre de 75%. C'est-à-dire que 75% des vaches malades sont mortes. Alors elles sont mortes soit parce que l'euthanasie, compte tenu de l'état au moment où on se trouvait à l'examen initial, eh bien, était considérée comme désespérée, soit des traitements médicaux ou chirurgicaux, mais qui ont, dans bon nombre de cas, été suivis soit de la mort naturelle de l'animal, soit d'une euthanasie dans un second temps. En particulier, ça fait partie des expériences que nous pouvons évoquer, eh bien une amélioration transitoire sur quelques heures et quelques jours suite à la levée de l'obstruction et puis la reformation en fait de ce caillot et on se retrouve quasiment au point de départ. Donc une létalité qui est très élevée et il n'est pas possible à partir des données qui ont été publiées de comparer ou en tout cas de se faire une idée de manière assez précise sur l'intérêt relatif d'un traitement par rapport à un autre. Donc globalement, c'est une affection, c'est un syndrome qui se termine mal. En sachant que, même si c'est difficile à démontrer, il me semble possible d'avoir des cas d'auto-guérison, c'est-à-dire une levée spontanée, naturelle de l'obstruction, et sans intervention, y compris médicale ou chirurgicale. Alors que faire sur le plan de la prévention ? Vous imaginez que compte tenu des incertitudes sur les causes de ce syndrome intestinal hémorragique, les moyens de prévention que l'on peut préconiser restent du domaine au moins du discutable. Donc, premier axe, c'est la maîtrise des pathogènes. Donc, la maîtrise des pathogènes, c'est pour ce qui concerne le Clostridium perfringens, la vaccination vis-à-vis de Clostridium perfringens, donc ce que l'on appelle classiquement la vaccination entérotoxémie. Eh bien, il est d'observation courante de diagnostiquer des cas de syndrome intestinal hémorragique sur des vaches qui ont été préalablement et correctement vaccinées. Alors, est-ce que ça remet en cause l'hypothèse de Clostridium perfringens ? Peut-être, ou bien l'autre explication, c'est que les vaccins tels qu'ils sont formulés à l'heure actuelle sont relativement ou sont inefficaces dans le contexte, soit parce qu'il y a un certain nombre d'anatoxines qui ne sont pas incluses dans les antigènes vaccinaux, soit parce que ces anatoxines sont en concentration insuffisante. Alors pour ce qui est de l'hypothèse Escherichia coli, donc producteur de chigatoxine, il y a des vaccins qui existent aux États-Unis, mais en Europe et en particulier en France, les mesures que l'on peut préconiser sont simplement des mesures d'hygiène et éventuellement l'administration de probiotiques. Donc le deuxième axe de la prévention,
c'est la maîtrise de l'acidose du rumen, donc subaiguë. Alors, comment maîtriser une acidose du rumen? Eh bien, il y a un certain nombre de mesures, je ne les détaillerai pas, simplement j'évoquerai la nécessité de respecter des transitions alimentaires progressives, de respecter une fibrosité suffisante de la ration, de veiller à avoir une fermentescibilité des glucides qui soit équilibrée, de veiller également à un apport de concentré étalé dans la journée avec des limites maximales de distribution. Et enfin, avec la possibilité d'utiliser des tampons alimentaires, par exemple sous forme de bicarbonate ou des additifs sous forme de levure qui permettent de maîtriser ou de contribuer à maîtriser cette acidose du rumen subaigu. Le troisième axe, c'est la maîtrise des moisissures et des mycotoxines. Donc maîtrise qui peut s'exercer au niveau de la contamination des aliments, donc en évitant la contamination par les moisissures ou en introduisant des inhibiteurs de moisissures. Ou, deuxième niveau, eh bien, c'est l'utilisation d'adsorbants de mycotoxines que l'on classe habituellement en adsorbants inorganiques, donc charbon, smectite, ou en adsorbants organiques, donc en particulier des parois de levure. Donc, au total et en conclusion, un syndrome intestinal hémorragique bien connu, bien défini sur le plan clinique, sur le plan lésionnel, mais avec beaucoup d'incertitudes concernant ses causes et donc avec beaucoup de points d'interrogation concernant les mesures de maîtrise, de prévention donc à mettre en œuvre, et avec un traitement qui reste souvent décevant en raison d'une létalité toujours élevée. Je vous remercie de votre attention.